Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur plusieurs articles du débat, ceux du 1er mai 2025. On va explorer un peu la politique intérieure marocaine et puis aussi les dynamiques régionales. Absolument. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les points clés, hein. Le retour d'Abdelillah Ben Kiran à la tête du PJD, certaines tensions institutionnelles aussi autour de réformes majeures, Oui, et puis bien sûr les derniers développements sur le Sahara marocain, enfin tels que présentés dans ces sources. C'est un peu une plongée dans les enjeux actuels. c'est ça. Alors, allons-y. On commence par le PJD. Ce Mhm. congrès récent, la réélection de Ben Kiran, ça fait beaucoup parler. Ah oui, Et surtout, il y a cette analyse du message royal qui a été adressé. On le lit comme un rappel ferme mais subtil des règles du jeu. exactement. Les constantes du royaume, le cadre constitutionnel, c'est vu comme une sorte de balise politique en fait. Une limite à l'action politique, même pour l'opposition. C'est ça. Le message reconnaît le parcours de Ben Kiran, mais il rappelle quand même que le but des partis, c'est l'intérêt national suprême, c'est de s'inscrire dans le développement mené par le roi. D'accord. D'ailleurs, les articles, ils insistent aussi sur les débats internes au PJD. La longévité de Ben Kiran, ça pose question. Ah, des critiques en interne. Oui, certains commentateurs se demandent quel impact ça a sur le renouvellement des élites et puis sur les perspectives du parti pour 2026. Il y a même un auteur qui estime que le parti a, je cite, déjà perdu ses élections. Carrément. C'est intéressant cette tension entre la figure historique et ce besoin de renouvellement. Tout à fait. Et d'ailleurs, des tensions, il n'y en a pas que là. Je pense à la réforme du code de procédure pénale. Ah oui, un autre point chaud. Il y a un article qui détaille une controverse autour de l'article 3. Si je comprends bien, ça limiterait la possibilité pour les citoyens, la société civile, de dénoncer directement la corruption. C'est exactement ça. Et cette proposition du ministre de la Justice, elle ne passe pas très bien auprès de certaines institutions. Lesquels, par exemple? On parle du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, et aussi de l'INMP-PLC, l'instance de lutte contre la corruption. Eux, ils disent non, il faut maintenir ce droit, voire même l'élargir. D'accord. Et il n'y a pas que cet article 3 qui pose problème, si. Les avocats aussi ont des réserves, non? Effectivement, eux, ils s'inquiètent plus globalement pour les droits de la défense. L'accès limité aux clients pendant la garde à vue, par exemple, Ah oui. ou alors l'enregistrement des interrogatoires qui serait seulement partiel, le poids des PV de police qui resterait très important, et puis un rôle du juge d'instruction qui serait amoindri. Donc ça pose la question de l'équilibre. Comment on accélère la justice sans fragiliser les garanties d'un procès équitable? C'est tout le débat. Et ces articles le mettent bien en lumière, ce dilemme. Bon, changeons de registre. Le Sahara marocain, là aussi les articles en parlent beaucoup. Oui, et avec une vision assez claire qui se dégage. Laquelle? Celle d'une dynamique qui est plutôt favorable au Maroc. Ça contraste, selon les textes, avec la position algérienne. On met en avant le soutien international qui grandit pour le plan d'autonomie marocain. Qualifié de sérieux, crédible et réaliste, c'est ça? Exactement. Le soutien américain, renouvelé depuis Trump, est cité. Et il y a même mention d'un projet de loi au Congrès américain pour mettre le Polisario sur la liste des organisations terroristes. Ah oui, quand même. Et puis il y a aussi l'accord avec la France sur la maîtrise exclusive des cartes marines, vu comme un acte de souveraineté marocaine. Et de l'autre côté, pour l'Algérie, comment c'est décrit? L'image est moins reluisante d'après ces articles. On parle d'isolement, d'incidents diplomatiques, l'arrestation d'un diplomate en France, l'expulsion de personnel français, Oui. et il y a aussi ces révélations, citées du Washington Post, sur un possible soutien iranien au Polisario. Du coup, les textes appellent l'ONU à choisir le réalisme, la proposition marocaine. D'accord. C'est très axé géopolitique. Mais il y a aussi des sujets plus terre-à-terre, non? J'ai vu un article sur les prix des carburants. Ah oui, tout à fait. Un sujet qui touche directement les citoyens. Les prix qui restent hauts alors que les cours mondiaux ont baissé. Et ça crée quoi comme réaction? De l'incompréhension, apparemment. Et selon l'auteur de cet article, ça alimenterait une certaine défiance envers la classe politique. Ce qui nous ramène un peu à la question de la confiance des citoyens, qu'on voyait déjà poindre avec les débats sur la justice ou le PJD. Exactement. L'article suggère même que, face à ce désabusement, la monarchie est vue comme le recours ultime. Donc si on résume ce tour d'horizon. On voit un paysage assez complexe, hein. Des ajustements politiques importants au Maroc, avec le retour de figures comme Ben Kiran, des débats institutionnels très vifs. Sur la justice, la corruption. Voilà. Et tout ça dans un contexte régional qui reste tendu, avec le Sahara comme point central, et puis cette question lancinante de la confiance des citoyens qui est mise à l'épreuve. Et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite, non? Qui est un peu en filigrane dans tout ça. Face aux critiques sur le manque de renouvellement des élites, politiques, syndicales, et puis cette défiance populaire qu'on sent. Oui, la question c'est,
Est-ce que le système a la capacité de se réformer de l'intérieur pour répondre aux attentes des gens et éviter des fractures sociales plus graves? C'est une excellente question pour conclure. Une question ouverte, effectivement, et qui mérite qu'on y réfléchisse.